Bonsoir et bienvenue à Equinox soir de ce 1er avril 2021. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, et son lieutenant Blé Goudé sont définitivement libres. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale vient de confirmer la décision d'acquittement prononcée en 2019 par les juges de première instance. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité, entre autres, à la suite des violences post-électorales en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Des violences qui avaient coûté la vie à 3000 personnes. Arrêtés le 11 février 2011 à l'issue de 3 mois de combat entre les deux camps rivaux, celui de Laurent Gbagbo et celui d'Alassane Dramane Ouattara, le président déchu avait été envoyé 7 mois plus tard à La Haye. S'ouvrait ainsi un nouvel épisode de ce rodéo judiciaire qui aboutit le 15 janvier 2019 à une décision d'acquittement. Sentence qui vient d'être confirmée par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, mettant ainsi un terme à 8 ans de détention et presque 10 ans de procédure judiciaire, alors que les familles des victimes attendent toujours d'être fixées sur leur sort. Si Gbagbo et Blé Goudé sont innocents, qui est donc responsable de tous les massacres enregistrés pendant les violences post-électorales en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera le journal, la grande édition de la journée présentée par JBB, Gilbert Bissaï. Derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le fait du jour. Acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, enjeux et perspectives. Pour évoquer cela sur le plateau ce soir, nous avons convié des universitaires. J'introduis tout d'abord le docteur Moussa Kalim Dassa. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Le plaisir est renouvelé. Je profite également de l'occasion pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et bonsoir également à tous les copanélistes. Vous êtes enseignant de droit privé au département de droit privé fondamental. C'est à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Oui. Merci également à vous d'être venu, docteur Louison Essomba. Bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Avant que de saluer les autres copanélistes, permettez-moi de saluer tous les fan-clubs, docteur Essomba, et un nouveau fan-club installé en Chine. Ils sont très nombreux là-bas, alors je leur passe leur salut. Je salue avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Merci, docteur Louison Essomba. Vous êtes enseignant de droit public, c'est à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. C'est bien ça. Rodrigue Tchokodieu, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Merci donc de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes journaliste et responsable d'une radio privée basée à Douala. Tout à fait, la radio Estuaire, qui est basée effectivement à Douala. Et c'est un plaisir, effectivement, de participer à ce panel pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui certainement voudraient bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Alors, je commence avec vous. Est-ce que ça a été une surprise pour vous d'apprendre cette nouvelle hier, cette nouvelle qui est tombée hier, cette décision prise par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale et qui rend définitif la décision d'acquittement qui a été prononcée en 2019, c'était précisément le 15 janvier 2019. Bon, disons que sur le plan du principe, et je vais expliquer pourquoi, c'est une surprise. Mais bon, au vu de ce qui s'est passé il y a pratiquement un an et demi, c'était pas trop une surprise. Là, c'était en appel parce qu'on voyait cela venir. Il n'y avait pas de preuves pour étayer les accusations de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre. Le procureur s'était basé uniquement sur les déclarations de certaines ONG, les UDI, les coupures de journaux. C'est assez léger. Il n'y a pas eu véritablement d'enquête renseignée, référencée sur le terrain pour essayer de documenter ces accusations. Et donc, partant de ce point de vue-là, on peut se dire que bon, ça n'a pas été fondamentalement... Pourtant, Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont quand même restés en détention pendant 8 ans. 8 ans. Donc, et c'est là où je dis, bon, d'abord, il faut comprendre le cadre général, le paradigme qui concourt à la mise en place de la CPI.
de ces cours pénales internationales, qui part naturellement du statut de Rome, ratifié créé en 1998. Le but fondamental ici, et là nous l'avons toujours décrié de la CPI, n'était pas fondamentalement de faire de la justice, de faire la justice dans le monde, de juger les criminels de guerre, d'essayer d'établir un certain équilibre pour justement, que c'est ce que les uns les autres disaient, que certains dirigeants ne torturent pas à mort leur peuple. On a très bien vu que c'était une justice orientée vers les Africains, pour condamner uniquement les Africains. Et c'est là où je dis que ça, c'est un peu une surprise, parce que lorsqu'on remonte un peu plus loin dans l'histoire, la traite négrière, ensuite la colonisation, on a très bien vu que tous les résistants africains étaient soit tués, soit déportés. Quand vous étiez souverain africain, quand vous étiez résistant et que vous opposiez une farouche opposition aux colons qui arrivaient, quand vous n'étiez pas tué dans la bataille, ben vous étiez déporté. Avec l'évolution, il y a eu donc cette mutation. On a essayé de colorer, de saupoudrer, d'habiller un peu ce nouveau colonialisme-là avec des oripeaux d'une certaine justice internationale. Et donc, ça donne naissance à la création de la CPI. Et donc, lorsque vous êtes déporté, il n'est pas question que vous reveniez en vie. Et c'est pourquoi je dis ici, c'est une petite surprise. Parce que lorsqu'ils sont déportés, moi je dis ça, c'est la déportation. Lorsqu'ils sont déportés en 1991, en 2011, autant pour moi, il n'est pas question. Ils devaient mourir en exil. Oui, mais sauf que là, maintenant, quand même, les choses ont évolué. Donc, il y a une décision. Les choses ont acquittement prononcée en 2019. Qui est confirmée cette année. Oui. Sauf que le but est atteint. On peut parler de changement de paradigme. Il y a un léger changement de paradigme. Ça, je vous le concède. Il y a un léger... Parce que moi, je me suis posé énormément de questions. Ils sont déjà deux qui reviennent. Jean-Pierre Bemba, pour le compte de la République démocratique du Congo, qui revient. Tiens. Et Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils sont deux qui reviennent. Bon, Charles Taylor n'est fondamentalement pas revenu. Il est toujours en prison au Nigeria. C'est Slobodan Milosevic qui est décédé. Donc, mais le but, on voit clairement ici que le but était de dégager le chemin à Alassane Dramane Ouattara. Là, il est en train de faire son troisième mandat. Donc, de ce point de vue-là, lorsqu'on regarde très bien la pratique sur le terrain, il fallait dégager le chemin pour qu'entre guillemets, le candidat adoubé par l'Occident puisse exercer sa mandature. On voit très bien que de ce point de vue, l'objectif a été largement atteint. Alors, Ouattara a eu ses deux mandats. D'ailleurs, il est en train de faire le troisième mandat. Mais bon, on va dire que Gbagbo est revenu vivant, entre guillemets. Maintenant, il s'agit dans la conception de ce qui est en train de se passer, du fait que ça n'arrive plus. Docteur Luzon Nsomba, est-ce que vous avez la même analyse que Rodrigue Tchoukou-Dieu? Il voit ça sous le prisme d'un néocolonialisme. Moi, je voudrais dire que c'est une sorte de politisation internationale de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer les propos si savamment développés par Rodrigue, je voudrais, Duval, permettez qu'on place un peu l'état du droit de cette structure internationale. Vous savez, en 1998, lorsque le traité de Rome met en vigueur cette institution qui commence à fonctionner véritablement en 2002. Et en 2002, effectivement, pourquoi on a pensé à une justice pénale internationale? C'était pour des raisons précises. C'est-à-dire qu'il fallait réprimer les atteintes aux droits de l'homme, les génocides, les crimes de guerre, les crimes de sang, et surtout les crimes portant sur les droits de l'homme, parce qu'on avait constaté qu'à un moment donné, il y avait comme les crimes, les violations massives sur les droits de l'homme devenaient chroniques et même anachroniques, et c'est ce qui a donc justifié que les pays se sont réunis en 1998 et ont mis en place cette institution pénale internationale. Alors, on a constaté que pendant son fonctionnement, cette institution internationale a commencé à perdre de sa crédibilité. C'est-à-dire de sa crédibilité tout simplement parce que la justice doit être juste. Si une justice ne peut plus être juste, c'est-à-dire que sanctionner tout cela sans discrimination, qui pose des actes qui portent atteinte aux droits de l'homme, qui portent atteinte des actes de nature qualifiés de génocide, qualifiés de crimes de guerre, de crimes de sang, de crimes contre l'humanité. Cette justice-là est devenue donc une justice à tête chercheuse. Et le cas de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo nous interpelle à plus d'un titre. Ça démontre à quel point, je parlais tout à l'heure de l'extrême politisation de cette institution. Pourquoi? Parce que quand on regarde tout le scénario, un peu un procès à la France Kafka, ça nous rappelle donc qu'à un moment donné, lorsque les intérêts politiques sont mis en jeu, on peut sacrifier toute une justice, comme c'est le cas. Regardez les faits qui se sont déroulés depuis 2010.
Et vous savez, il y a un principe de subsidiarité qui entoure le fonctionnement de cette institution qui voudrait que vous acheviez sur le plan interne toutes les voies de recours. Et c'est à partir de là que vous pouvez donc saisir la Cour pénale. Et aussi, le Conseil de sécurité peut, ayant observé un certain nombre de crimes posés par les dirigeants, engager la dite procédure. Alors cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que la Cour pénale internationale ne peut se saisir que si les voies de recours internes sont totalement achevées et si également le Conseil de sécurité se prononce éventuellement pour une arrestation. Alors dans le cas de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, c'est bien entendu l'État ivoirien qui a décidé de transférer leurs compatriotes devant cette Cour pénale internationale. Alors quand vous rendez bien la question que vous avez posée, en réalité, on aurait pu juger tous les acteurs qui ont été à l'origine de ces crimes. Vous avez parlé de 3000. Simone Gbagbo a dit c'est bien au-delà de 3000. Vous voyez, enfin, c'est resté un peu modeste. Alors, pour donc indiquer que quand on regarde le fond... Il faut quand même rappeler que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été arrêtés le 11 avril 2011. Oui. 3 mois, je veux dire, il y a d'abord eu une crise de post-électorale qui a duré pratiquement, on va dire, 3 mois. Il y a eu 3 mois de combat entre les camps rivaux. Et après cela, il y a donc ces arrestations-là. Et 7 mois après, ils ont été transférés à la Cour pénale internationale. Oui, c'est justement cette procédure. Et je vais vous dire, est-ce que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont combattu tout ça? Non, dans cette histoire, il y a des acteurs politiques bien connus. Guillaume Soro pouvait être interpellé dans cette affaire. Le président en poste lui-même devait être interpellé dans cette affaire. Alors quand vous voyez, je vais chuter par là, la libération aujourd'hui, la Chambre, la première a estimé qu'il y avait un acquittement normal qui avait été voté à la majorité. C'est pourquoi moi ça ne me surprenait pas. La décision ne me surprenait pas parce que la Chambre de la première instance avait à l'unanimité, disons à la majorité, voté pour l'acquittement. Mais, vous savez, le procureur de la République, le procureur Fatou Bensouda, avait estimé que la décision avait été rendue sans être purement et simplement motivée et que les charges, ou du moins, il y avait des erreurs de droit et de procédure. Elle a donc interjeté appel devant la chambre d'appel de la dite instance. Et, bien évidemment, les mêmes juges sont revenus. Donc, ce qui était évident, c'est que... Il ne faut pas se les dire. Et aussi, j'ai fini du Val pour indiquer que on aurait pu laisser Laurent Gbagbo depuis le premier acquittement pour qu'en réalité il se présente aux élections présidentielles. Or, il a fallu donc jouer le jeu, c'est-à-dire que le mettre dans une position d'extrême confinement, si vous voulez, pour que l'élection présidentielle s'achève afin que le gars ne puisse pas véritablement mettre sa candidature. Donc c'est sous cet angle qu'il faut essayer de lire cette affaire sous l'angle un peu plus politique. Docteur Moussa Khalil Dassa, si la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rendu définitif l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, cela suppose clairement qu'ils ne sont pas responsables des violences post-électorales en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Si on va sur ce postulat-là, cela veut dire qu'il faut donc trouver ces responsables. Oui, Duval, je vous remercie pour la question que vous me posiez. Ça pose un problème, le problème de l'indemnisation de nombreuses victimes, parce que j'ai écouté encore hier, il y avait un son discordant, n'est-ce pas, de la part des victimes de la fameuse crise ivoirienne qui... Parce que le fait d'innocenter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pose un problème d'identification finalement, n'est-ce pas, du véritable ou bien des véritables coupables. Et je voudrais revenir, n'est-ce pas, sur un aspect très important. Et ce qui me semble important également, c'est le dispositif, n'est-ce pas, de l'arrêt rendu par le juge même qui a vidé sa décision. Il a dit ceci, de façon claire et nette. Au niveau, n'est-ce pas, de la décision, ils ont ordonné la libération immédiate, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo, donc la cessation immédiate, n'est-ce pas, de tout ce qui pesait comme charge, n'est-ce pas, sur Laurent Gbagbo. Et au-delà de cela, ils ont également prescrit aux fonctionnaires, n'est-ce pas, de la CPI de prendre des mesures sécuritaires pour
que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé puissent se rendre, n'est-ce pas, dans n'importe quel pays, notamment le pays, n'est-ce pas, d'accueil qui est la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous avez posé une question très importante par rapport à l'identification, n'est-ce pas, des véritables coupables. Là, c'est une autre paire de manches. Ce dont il s'agissait, c'était le problème, n'est-ce pas, de la libération ou bien de l'acquittement, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo. Et il me semble important, n'est-ce pas, de rappeler quelques dates, parce qu'il ne faudrait pas qu'on passe sous silence tout ce qui a précédé l'arrestation, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo. Vous l'avez si bien dit. En 2011, après les événements post-électoraux, Laurent Gbagbo a été arrêté. Après, il y a d'abord eu un premier transfèrement à la prison de Korogo, qui est le nord, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Comme il semblait être un caillou, n'est-ce pas, dans la chaussure, n'est-ce pas, de Alassane Draman Ouattara, on a acté rapidement, en passant outre mesure, toutes les mesures internes ou bien toutes les voies de recours internes pour son transfèrement à la Cour pénale internationale, n'est-ce pas, de l'AE. À ce niveau-là, et le premier problème qui se pose ici, c'est lequel? On a transféré Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé avant de chercher après les preuves ou bien les évidences, n'est-ce pas, de son inculpation. C'est pour cette raison que finalement je suis d'accord avec le juge qui a dit, enfin le juge qui a rendu la décision, qui a essayé, n'est-ce pas, de tenser la procureure Bensouda en disant que la décision, n'est-ce pas, de Bensouda souffrait, n'est-ce pas, d'une faiblesse exceptionnelle au niveau, n'est-ce pas, des preuves. Donc on s'attaquait même à la personnalité même de Fatou Bensouda. Et vous avez Rodri disait encore tout à l'heure que on a le sentiment que la CPI est en quelque sorte une excroissance même de la colonisation. Je suis tout à fait d'avis avec lui. Mais je voulais ajouter quelque chose parce qu'il disait que jusqu'à présent, il n'y a que 3 personnes qui sont passées, n'est-ce pas, devant la Cour pénale internationale et qui n'étaient que les Africains. En dehors de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, il a parlé de Jean-Pierre Bemba. Il y a eu également le cas de Germain Katanga, il y a le cas de Joseph Kony qui a été libéré plus tard, toujours dans les événements, n'est-ce pas, congolais. Il y a eu le cas même de, je peux également ajouter le cas de Omar El Béchir, contre qui il court encore jusqu'à présent un mandat d'arrêt. La différence avec le cas de Omar El Béchir, c'est juste parce que le Soudan n'a pas ratifié ou bien n'a pas signé le traité de Rome. On peut également ajouter le cas de Lubanga, Thomas Lubanga, qui sont tous passés, n'est-ce pas, devant la Cour pénale internationale et qui ont été libérés. Il y a une erreur qui a été glissée. On a parlé tout à l'heure de Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic n'était pas devant la Cour pénale internationale, mais il était devant le tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Donc il fallait lever rapidement cet équivoque parce qu'on a tendance à confondre la Cour pénale internationale et le tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Maître, on a été rejoint sur ce plateau par le bâtonnier Charles Tchungan. Monsieur Bâtonnier, bonsoir. Bonsoir, je voulais m'excuser auprès de mes companélistes, des amis que je connais, et puis auprès de vos nombreux téléspectateurs. Ça fait, on va dire, 1 an que je ne suis pas venu sur ce plateau pour des raisons que vous connaissez, et puis parce que je me suis retiré pour réfléchir sur un autre élément que je vous produirai au mois de novembre. Un ouvrage que je suis en train de commettre avec un de vos collègues. Mais c'est un plaisir pour moi de retrouver le plateau de Equinox Soir, parce que nous fûmes un des premiers, avec mon ami, à avoir lancé cet élément, et je suis heureux d'être là ce soir. Bon retour, M. Bâtonnier. Bonsoir. Alors, vous arrivez dans le vif du sujet. On parle de la décision d'acquittement définitif rendue hier par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale au sujet de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui, il faut le rappeler, étaient accusés de crimes de guerre, entre autres, depuis les violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Cette décision-là, je suppose que, d'ailleurs, je trahis une confidence en indiquant que dimanche dernier, dans une émission à la radio, vous avez indiqué qu'il ne pouvait en être autrement. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo devaient être libérés. Et on peut imaginer, c'est vrai que lorsqu'on regarde votre accoutrement, on voit un dignitaire et donc peut-être quelqu'un qui lit ou qui jette des courriers. Mais au-delà, qu'est-ce qui fondait cette conviction sur la libération de ces 2 personnalités? Écoutez, ça fait 10 ans. Laurent est un ami, Charles est un ami. Nous avons constitué il y a 10 ans un groupe de juristes avocats en Afrique pour porter le message et pour dire à ces pays
que ce n'était pas possible que systématiquement on considérera qu'il n'y a que les Africains qui doivent comparaître devant la CPI. On s'est battu dans les médias, partout, dans les messages, dans les réseaux sociaux pour dire que ce n'est pas normal. Je voulais ici d'abord féliciter les avocats qui ont défendu devant la CPI, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et je voulais ici faire un clin d'œil à ma consoeur Kadji, qui a accompagné Charles Blé Goudé, Maître Joseph Kadji dans ce combat. Mais je voulais dire que nous étions tous heureux hier. Quand j'ai dit il y a quelques jours que j'étais convaincu qu'ils vont être libérés, c'est parce que je connaissais le dossier et que par conséquent, l'histoire de Madame Bensouda, parce qu'il va falloir un jour quand même s'interroger sur le comportement de cette dame, dont le mari avait des accointances un peu compliquées avec le président Alassane Ouattara pour des marchés publics, etc. C'est inacceptable. L'histoire de cette affaire est une histoire où on vient dans un pays. On vient dans un pays, on prend un chef d'État dans sa chambre, on le sort et on le livre à ses adversaires. Et puis l'adversaire ne sait pas quoi en faire. Il exile à Korogo et après il exfiltre à l'Aïe. Il n'y a qu'un seul exemple dans le monde qu'on a vu ça avec Noriega. Au Panama. Oui, où les États-Unis sont allés arrêter quelqu'un qui était un correspondant de la CIA. Bon, on n'en veut plus, on n'en veut plus de toi. Et puis, on le jure, on le condamne. Sauf qu'aujourd'hui, la CPI a décidé de ne pas suivre. L'histoire, c'est cela. Ce que l'histoire retiendra, c'est que la CPI a décidé de ne pas suivre les injonctions de ce qu'on appelle la communauté internationale. Parce qu'en définitive, Laurent Gbagbo aurait dû être condamné à une peine qui n'aurait pas pu lui permettre de rentrer chez lui. Charles Blé Goudé, l'histoire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils sont libres. La vraie question, c'est... Il y a deux questions. Oui. La première question qui se pose aujourd'hui sur ces conflits, c'est qu'est-ce qu'on fait des 3000 morts officiellement de Côte d'Ivoire? Les victimes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Oui, parce que justement, s'il y a eu des violences, il y a eu des morts, et qu'aujourd'hui on dise que Blé Goudé et Laurent Gbagbo ne sont pas coupables, ça veut dire que les coupables sont quelque part. La deuxième question, c'est qui ont déclenché cette tuerie en Côte d'Ivoire? On les connaît. On sait qui ont déclenché cette affaire. En ce moment où nous sommes sur votre plateau, il y a un procès en France sur l'attaque de Boaké, où il se dit qu'on aurait commandité une attaque où il y a eu quand même des militaires français qui ont été tués, où les auteurs ont été arrêtés au Togo, et où on a demandé au Togo de les libérer. Il y a un procès en France sur cette question. Qui a déclenché la guerre civile en Côte d'Ivoire? Autrement dit... Qui a financé la guerre civile en Côte d'Ivoire? Il y a des acteurs qui sont vivants. Blaise Compaoré, qui a été l'instrument de quelqu'un qui a financé cette affaire, j'en parle parce que c'est un chef d'État, et qui a divisé la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, ils doivent rendre compte. Il faut que, historiquement, on règle cette affaire. Le fait que la Cour pénale internationale ait décidé d'acquitter Laurent et Charles, nous devons une voix en Afrique pour dire que nous pouvons régler cette affaire entre Africains. Et je vous relance tout à l'heure dans le deuxième tour de table sur justement les possibilités qui s'offrent à l'Afrique. On a vu avec la Cour pénale africaine et le procès Hissène Habré. On va voir quelles sont les solutions qui s'offrent aux Africains comme alternative par rapport à la Cour pénale internationale. Rodrigue Tchokodieu, en réalité, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, le sentiment qu'on a, c'est que cette affaire n'est pas close. Hein. Ben, pas du tout. Pas du tout, justement. On ne saurait demander aux Africains, écoutez, bon, 3 000 morts, 30 000 morts, 36 000 morts, écoutez... oui, Laurent Gbagbo a quitté, et puis on passe à autre chose. Non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter cela aujourd'hui. Première chose, je reviendrai. Il faut d'abord, je ne voudrais pas effectivement qu'on pense que c'est Fatou Bensouda qui déclenche la procédure. Je pense que c'est lui, Moreno Ocampo, qui déclenche cette procédure. Donc, il m'a semblé
que dans le déroulement, ces gens se sont dit, bon, écoutez, comme on juge que les Africains, il faudrait quand même qu'on essaye un peu de saupoudrer, de masquer un peu, mettons une Africaine là-bas comme procureur, et puis bon, on va dire que c'est les Africains entre eux, enfin voilà, parce que le tableau était un peu trop triste de voir un procureur blanc, enfin, entre guillemets, qui est là, qui, effectivement, dirige les poursuites. Là, on a dit, non, mais une Africaine, ça va un peu changer quelque chose. Mais fondamentalement, rien n'avait changé. Rien n'a changé. Donc, Fatou Bensouda suit effectivement la procédure déclenchée par Louis Moreno Ocampo. Première chose. Deuxième chose, effectivement, sur les responsables, ce conflit, et même les accointances internationales, les forces nouvelles, il y avait le MPIGO, ils étaient un, deux, trois mouvements qui ont fusionné. Mais on a très bien vu d'où est-ce que ces forces sont parties. Où étaient les bases arrière, comment est-ce qu'elles ont progressé, comment le pays a été divisé en deux, et comment est-ce qu'on a interdit à une armée nationale de pouvoir s'équiper pour aller reconquérir l'entière souveraineté de son territoire. On a très bien vu la ligne tampon qui a été mise en Côte d'Ivoire pour séparer le nord du sud de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, toute une partie du pays échappait, si vous voulez, au contrôle du gouvernement central. Donc, on a très bien vu comment cette architecture s'est mise sur pied. Ensuite, il y a eu l'élément de l'ONUCI. On a vite fait d'oublier qu'il devait en principe organiser, certifier les résultats des élections en Côte d'Ivoire. Mais l'ONUCI qui n'a pas pu, dans le déroulement de ces élections, apporter la preuve de ce que l'élection s'est déroulée dans les règles au nord de la Côte d'Ivoire, où le FPI de Laurent Gbagbo avait envoyé des représentants. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, on n'a jamais véritablement voulu chercher la vérité dans cette histoire. On a voulu écarter, et docteur Louison et son malade tout à l'heure, même à la dernière minute, où Laurent Gbagbo aurait très bien pu rentrer avant l'élection présidentielle, il y a encore eu un jeu, un décalage, pour encore l'écarter. Donc, jusqu'à la dernière minute, il n'y a jamais eu de volonté, effectivement, de rendre justice aux Ivoiriens, de rendre justice en Côte d'Ivoire dans ce problème. Il y avait, en toile de fond, une volonté de poursuivre ce qui s'est fait lors de la colonisation. On enlevait ceux qui étaient des résistants, on les exilait, ils mouraient en exil, ils mouraient les pieds devant. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Bon, enfin, on les fait revenir, mais lorsque l'agenda tracé est effectivement opéré, Ouattara a fait ses 2 mandats, il est même en train de faire un 3e. Alors, avant de donner la parole peut-être au docteur Ndassa, vous avez, il semble que vous voulez ajouter de l'eau au moulin de Rodrigue. Non, je veux dire une chose claire. Vous semblez absoudre la responsabilité de Bensouda. Madame Bensouda. Non, pas du tout. Elle a été utilisée comme sorte de rabatteur. C'est une continuité fondamentale. Non, vous savez. Pas du tout. Vous savez. Vous avez essayé de faire un amalgame. Les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, c'est le système des Nations Unies. Donc ce sont les précédents de la Cour pénale internationale. Vous comprenez? On ne peut pas dire que, comme c'est les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie, on n'a pas jugé les Blancs. Si, on a jugé des Blancs. Oui, on a jugé. Donc la CPI est dans la continuité d'une démarche des Nations Unies. Le traité de Rome qui crée la CPI est une volonté des organisations internationales des droits de l'homme qui ont poussé les États à adopter ce traité. Beaucoup d'États n'ont pas ratifié absolument ce traité. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au début de cette affaire, nous avions, moi le premier, pensé que le seul champ d'investigation de la CPI, c'était l'Afrique. Nous nous sommes battus pour condamner cette démarche. Ocampo a travaillé avec Belmouna, qui était son adjoint. Belmouna, l'ancien bateau du Cameroun, il était procureur adjoint. Ocampo au tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, c'est dire qu'en fait, c'est un instrument extraordinaire. Sauf que nous devions intégrer ces mécanismes-là pour pousser et faire en sorte que, n'est-ce pas, les actions engagées soient des actions universelles. Que ces actions engagent tous ceux qui sont responsables des crimes contre les guerres et les crimes contre l'humanité. Le problème avec Mme Bensouda, je voulais vous le dire de manière claire, c'est que son mari
avait des acquaintances d'affaires avec la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, je le dis. Et donc, par conséquent, son acharnement, c'est la première fois dans l'histoire du contentieux pénal. Moi, je suis un pénaliste. Où on voit une justice qui acquitte quelqu'un. On décide que il ne sort pas du tribunal parce que Madame Bensouda décide que elle va faire appel. contre eux. Non, c'est pas qu'elle fait appel. Elle dit, je demande à la chambre d'appel de fixer les conditions de leur libération. Éviter qu'ils ne quittent pas l'Europe. On a assigné le président Gbagbo à résidence à Bruxelles. Parce qu'il a trouvé quand même une maison où il pouvait habiter. Et comme Charles n'avait personne, on l'a assigné à résidence à La Haye. Et puis, l'affaire monte en appel. La chambre d'appel, je vais terminer pour dire, c'est important pour vos téléspectateurs. La chambre d'appel dit quoi? La chambre d'appel a dit il y a 2 semaines que ce n'est pas possible qu'on renvoie ce dossier en instance pour être rejugé. C'est sur la base de cette décision que je vous ai dit, il y a 1 semaine, qu'ils vont être libérés parce que c'est inacceptable ce qui s'est passé à La Haye. La Cour pénale internationale vient d'envoyer un signal puissant à la communauté juridique et judiciaire internationale. La Cour pénale internationale a dit ce n'est pas possible que des gens qui ont été acquittés soient retenus. Le message de cette décision, ce n'est pas qu'ils soient acquittés. Moi, en fait, ce n'est pas la confirmation de l'acquittement qui est important. Parce ce qui est important, c'est le message que la Cour pénale internationale renvoie. Et je puis vous dire, sans être démiurge, parce que Duval disait que je lisais dans le bout de cristal, je puis vous dire que ce qui va arriver dans les années à venir, vous allez voir des choses extraordinaires. Parce qu'il y a des gens, des dirigeants du monde, qui ont causé des dégâts incroyables contre les peuples en Afrique, en Asie, en Orient, en Syrie. Il va falloir qu'ils répondent un jour de leurs actes. Je lisais ce matin un post, la 2A, concernant une histoire qui concerne la Côte d'Ivoire. Et qui dit des choses extrêmement graves. Donc, voyez-vous, l'histoire du monde s'écrit. La pandémie, c'est une opportunité pour le monde. Nous, on pense seulement les morts. Pour redistribuer les cartes. Oui, c'est ce que je pense. Docteur Dassar, l'alternative, c'est peut-être la Cour pénale africaine. Vous y croyez? Oui, je vais commencer par dire que j'accuse l'Afrique. J'accuse, permettez-moi de reprendre un peu Émile Zola dans son œuvre, non pas dans Jean Milan, j'accuse dans l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus. J'accuse l'Afrique, pourquoi? Quand je parle de j'accuse l'Afrique, c'est une image en fait, j'accuse les dirigeants africains. L'Union africaine s'est montrée muette face à l'arrestation, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo. On a tué le président Kadhafi, sans aucun mot, n'est-ce pas, du président de la commission de l'Union africaine à l'époque, qui s'appelait Jean Ping, il me semble. Elle a osé, et j'attends justement la position. C'est vrai qu'il y avait des vérités de position à l'intérieur. Et voilà, c'est-à-dire que pour aller au-delà, certainement on va m'opposer le fait selon lequel les Africains ne sont pas véritablement indépendants ou bien souverains. C'est pour cette raison qu'il y a eu quelques artefacts de position, notamment la position de Taboum, je crois Taboum Beki, qui allait à l'encontre, n'est-ce pas, de la décision ou bien de l'apathie même du président de la ou bien de ce qu'on appelle la position africaine. Voilà, parce que je me pose la question de savoir comment est-ce qu'un dirigeant comme le président Laurent Gbagbo peut être arrêté, n'est-ce pas, dans sa présidence au vu au su des dirigeants ou bien de la communauté africaine sans aucune réaction. Au contraire, il y a eu des cas, il y a des solidarités, n'est-ce pas, qui sont constituées, notamment le président du Sénégal à l'époque, qui a demandé, Maître Abdoulaye Wade, qui était allé voir Kadhafi pour lui demander, n'est-ce pas, de laisser le pouvoir. Donc, pour revenir à la question que vous posiez, est-ce que je crois effectivement à la Cour pénale africaine? Je dis encore que peut-être c'est un autre machin qu'on nous apprête, n'est-ce pas, à mettre sur la table. Mais pourquoi ne pas penser effectivement à un reformatage, c'est-à-dire un formatage différent, n'est-ce pas, de ce à quoi nous sommes habitués. Il y a un problème qui se pose en Afrique, c'est l'égoïsme même, n'est-ce pas, des Africains, par rapport effectivement au fait qu'il est possible qu'on vienne arrêter quelqu'un, un Africain, n'est-ce pas, sans toutefois que ses frères puissent réagir. Au-delà de cela, peut-être il y a des choses qui ont été dites par rapport au statut de Rome. Ce n'est pas tous les États qui ont ratifié
le statut, qui a signé le traité de Rome. Mais qu'est-ce qui se passait? On a conditionné, c'est-à-dire que le bénéfice ou bien l'éligibilité à certaines aides par rapport en contrepartie de la signature, n'est-ce pas, du traité de Rome. Les plus grands États n'ont pas signé le traité de Rome. Il y a le cas de George Bush et autres. À un moment, on a voulu lui opposer, n'est-ce pas, tous les événements. Il a dit non, moi je ne suis pas ratifié, je n'ai pas signé le traité de Rome. Donc c'est comme si je ne suis donc pas concerné, n'est-ce pas, par cela. C'est pour ces raisons que je me pose la question de savoir, est-ce qu'on aura un jour, n'est-ce pas, le courage de dire, ou bien de trancher le nœud gordien et de se comporter effectivement, n'est-ce pas, comme des idées. Je vais revenir sur un cas qui est très important par rapport à la restriction des déplacements, n'est-ce pas, du président Laurent Gbagbo. Quand la décision, le premier acquittement est rendu par la première chambre, oui, la chambre d'instance, si vous voulez, de la Cour pénale internationale, je crois on est en janvier 2000. Oui, 15 janvier 2019. Le 15 janvier 2019. Et il s'agissait d'un acquittement. Un acquittement, enfin, je ne sais pas s'il s'agissait d'un acquittement partiel, parce que Bensouda a interjeté appel en septembre 2019. Et à ce moment, quand la décision est rendue, comme Maître le disait si bien, les pouvoirs étaient restreints de façon extraordinaire. On a demandé à Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, de choisir un point de chute qui n'était pas loin de la maison d'arrêt de Chevinien, qui se retrouvait. Il a choisi, n'est-ce pas, Bruxelles, qui était le lieu de résidence de sa seconde épouse, Nadi Bamba. Et Charles Blé Goudé, qui a été manifestement, personne ne voulait de lui, parce qu'il a d'abord choisi la Suède, parce qu'il avait eu un parent du côté de la Suède, il a préféré rester à la haie. Alors, donc, pour dire quoi? Pour dire que le problème qui va se poser à ce moment, c'est surtout enfin, on n'a pas de la réconciliation nationale. Il faut également dire que en 2018, on semble l'occulter, il a été prononcé contre le président Laurent Gbagbo une peine, n'est-ce pas, de 20 ans d'emprisonnement en Côte d'Ivoire, parce qu'il pèse sur lui une peine de 20 ans d'emprisonnement en Côte d'Ivoire pour le fameux braquage de la Banque centrale, n'est-ce pas, des États de l'Afrique de l'Ouest. Il se pose encore un problème. C'est vrai que je veux croire le président Ouattara qui disait encore qu'il n'y a pas longtemps qu'en cas d'acquittement, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo, il serait libre, n'est-ce pas, de revenir en Côte d'Ivoire. Mais il faudrait par ailleurs qu'il soit au préalable, n'est-ce pas, gracié par le président Ouattara. La suite, c'est donc quoi, au regard de la situation actuelle pour ces deux hommes, notamment dans l'espace politique ivoirien, Dr Issoba? Je voudrais faire une précision qui me semble importante pour que nos téléspectateurs soient au même niveau de l'information. Il faut pouvoir indiquer que même quand bien même un État n'a pas ratifié le traité de Rome, mais si un des dirigeants de ces États, c'est-à-dire que pour des actes de crimes contre l'humanité, de génocide, de crimes de guerre, de crimes de sang, il sera poursuivi devant la Cour pénale internationale. Il fallait l'indiquer. Parce qu'on semble expliquer que non, c'est quand vous n'avez pas, même si vous n'avez pas ratifié, que même si vous avez posé des actes, on ne vous suit pas. Non. Le principe, c'est que c'est la ratification. Mais en réalité, même si vous n'avez pas ratifié le traité de Rome, il vous suffit de poser les actes que je venais d'indiquer, que vous comparaissez devant cette cour. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que en réalité, le président Alassane Dramane Ouattara doit se montrer grand. Pourquoi grand? Parce que quand vous êtes acquitté, et ça peut-être je passe sous le contrôle des pénalistes, mais là il va peut-être corriger, quand une décision de nature internationale est prise de cette façon, c'est-à-dire on vous acquitte, cela veut dire que même sur le plan interne, on doit revoir cela. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord dans la logique non seulement d'une grâce, mais d'une amnistie générale. C'est-à-dire que pour toutes ces personnalités-là, parce que si ce n'est que la grâce, la condamnation, l'infraction va rester. Mais en fait, on aura lavé les péchés, on aura lavé le corps, mais sans laver les péchés. Oui, bon, mais ça ne sera pas compliqué, puisque le président il a pris son troisième mandat. Alors, peut-être je vous donne la parole rapidement à Maître avant qu'on ne sorte de cette première partie. Maître Chachunga, la décision a été prise, ils ont été acquittés. Maintenant, que deviennent les victimes? Écoutez, moi je pense que la grosse question qui se pose, c'est ça que vous venez de poser, elle est pertinente. Que deviennent les victimes? Moi, on a constitué des avocats, plein d'avocats. La Côte d'Ivoire a constitué des avocats pour aller défendre les victimes devant la Cour pénale internationale. Là, il y avait des avocats que le gouvernement ivoirien a constitués pour aller présenter les doléances des victimes. Et, il va falloir que la Côte d'Ivoire se regarde elle-même dans ses yeux et dise qu'il faut qu'elle indemnise ces victimes-là, qu'elle crée un fonds pour permettre à ces victimes, n'est-ce pas, de retrouver une vie. Ce matin, j'entendais encore
un amputé qui disait, mais finalement, j'avais beaucoup d'espoir, on m'avait dit que la CPI va me donner l'argent pour continuer à faire ma vie. Ça appartient à la Côte d'Ivoire. La poursuite pénale, c'est une poursuite qui est liée au crime de guerre, des crimes contre l'humanité. Quand la CPI dit qu'elle ne condamne pas, elle n'a pas à régler les questions civiles. Il appartient à la Côte d'Ivoire de régler ce problème. Mais en fait, il en est de même pour ce qui concerne... Si la Côte d'Ivoire veut régler ce problème, oui, elle doit répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Qui a déclenché la guerre en Côte d'Ivoire? J'en parle parfois en me disant que je regarde mon pays, le Cameroun. Demain, parce que j'entends beaucoup sur vos plateaux, vous savez, ça fait 1 an que je ne sors plus sur vos plateaux. Dans 5 ans, on va se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Qui a tiré le premier coup de feu? Qui a déclenché la guerre du Nozo? C'est une question qu'il va falloir qu'un jour nous posions pour dire qui est passé du politique à la violence. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Quel est le rôle de Guillaume Soro? Qui a financé Guillaume Soro? Quel est le rôle de Blaise Compaoré? Qui a entraîné les troupes qui sont entrées en Côte d'Ivoire et ont mis le pays à feu et à sang? C'est la question. En ce moment, on est en train de juger les gens sur l'attentat de Bouaké en Côte d'Ivoire. Qui a tué les 9 soldats français? Qui a donné l'ordre? Et tout à l'heure, vous parlez de ce rapport de la DE qui risque d'être quelque chose de terrible au regard des révélations qui sont faites dans ce rapport sur des rôles présumés des autorités ivoiriennes sur la question. Je suis effrayé parce que quand j'ai lu ce rapport, j'étais abasourdi. Quand on vous dit qu'un ancien chef d'État français, un grand industriel français, un chef d'État en exercice de l'Afrique de l'Ouest, est impliqué dans un grand trafic de drogue où un Premier ministre a été assassiné pour ne pas être entendu, c'est extrêmement grave. Je crois que les Africains doivent se réveiller. Voyez-vous, je vous dis une chose, parce que ce matin, à mon réveil, je pensais à un homme qui a été mon patron, le professeur Tchunjan Pomi, qui, dans son ouvrage devenu célèbre, il me disait, Charles, ce n'est pas compliqué. La monnaie, c'est pas compliqué. En tout cas, si demain je deviens ministre des Finances, je te nommerai directeur général de la Banque centrale. Parce qu'il faut avoir un bon sens pour gérer une banque centrale. Madagascar a été le premier pays à quitter la zone franc. Il faut qu'on s'en souvienne. Rassiaka, l'admiral, quand il est devenu patron de Madagascar, il a dit, je décroche complètement de la France et je quitte la zone franc. Alors, on nous fait de grands signes de l'autre côté. On va devoir mettre un terme à la première partie de cette émission d'Equinox ce soir en retrouvant dans quelques minutes Gillian Berthe Bissaye pour le journal de 20h. Juste derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief, avec nos invités sur le plateau. Gillian. Alors, nous étions à New York et nous avons montré comment nous dansons chez nous.